avons choisi aujourd'hui un sujet qui nous paraît essentiel, qui n'est pas assez évoqué dans le débat public, qui est un sujet à la fois politique et un sujet de société. Je remercie sincèrement les intervenants qui sont là parmi nous pour en parler. Monsieur Patrick Goé, président de la FIRA et auteur du rapport Goé sur la santé des personnes handicapées vieillissantes, qui date de 2013, mais que nous allons évoquer longuement aujourd'hui. Madame Clarisse Ménager, directrice générale préfiguratrice de la Fondation Anne de Gaulle. Monsieur le professeur Claude Jandel, président du Conseil national de gériatrie. Et monsieur le docteur Philippe de Normandie, neurochirurgien, qui est le coprésident de Coactis et qui a eu la gentillesse d'animer et de modérer ce débat à venir. Et enfin, je vais vous présenter Pauline d'Orgeval à travers une vidéo qu'elle a eu la gentillesse de préparer parce qu'elle ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, malheureusement. Pauline d'Orgeval est la fondatrice et évidemment la coprésidente de Coactis Santé et nous la remercions profondément. Très bon débat à tous. Et bonjour merci. à tous, alors je suis Pauline d'Orgeval, cofondatrice et coprésidente de l'association Coactis Santé et je suis avant tout vraiment désolée de ne pas pouvoir être en direct avec vous aujourd'hui à cette plénière sur les personnes handicapées vieillissantes. Nos plénières sont en effet des moments importants pour nous, c'est l'occasion de réfléchir collectivement à des enjeux autour de la santé et du handicap et elles permettent de nourrir nos travaux futurs. Et nos dernières plénières autour de la littératie en santé et de l'expérience patient avaient été particulièrement riches. Alors quelques mots pour vous présenter l'association Coactis Santé que certains d'entre vous ne connaissent pas ou pas bien. Confronté personnellement à de multiples difficultés dans le cadre du parcours de soins avec mon fils Orient, qui est autiste et a une déficience intellectuelle, j'ai créé avec Catherine Franc en 2010 l'association Coactis Santé pour faciliter l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Alors, l'idée était surtout d'apporter des solutions concrètes et rapidement 2 projets ont émergé. Santé BD, un outil de communication en santé à base de français facile à lire et à comprendre et d'illustration, et HandiConnect, un site ressource pour les professionnels de santé. Et nous hébergeons aussi une banque d'expériences qui rassemble sous forme de courtes fiches des actions et des initiatives facilitant l'accès à la santé des personnes en situation de handicap afin de faire connaître ces actions et de faciliter leur essaimage. Alors aujourd'hui, plus de 75 thèmes sont traités au sein de Santé BD, plus de 60 fiches conseils ont été mises en ligne sur HandiConnect et nous avons une communauté de près de 200 experts. Nous avons une très belle reconnaissance institutionnelle et notre enjeu est vraiment de faire connaître ces outils sur le terrain auprès des personnes en situation de handicap et des professionnels de santé. Quelques convictions nous accompagnent depuis le départ dans nos actions. D'abord, ne pas refaire ce qui existe, mais plutôt de les valoriser et de faire connaître. Ensuite, de ne pas faire seul, mais de co-construire avec l'ensemble des parties prenantes et en particulier avec les personnes en situation de handicap. Nous avons aussi l'obsession de l'usage, rien de faire des beaux outils s'ils ne sont pas utilisés. Et enfin, on conçoit nos outils pour et avec les personnes en situation de handicap, mais nos outils s'adressent à tous avec une vraie vision d'accessibilité universelle. Alors pourquoi le sujet aujourd'hui de la santé des personnes handicapées vieillissantes ? Nous avons d'abord reçu du terrain de nombreuses demandes, soit d'adaptation, soit de création de nouveaux supports. Mais aussi, nous avons récemment eu des demandes de nos partenaires, comme l'INCa, comme le secrétariat d'État des personnes en situation de handicap, ou encore l'UFSBD. Très vite, on a compris que ce sujet des personnes handicapées vieillissantes était encore méconnu et insuffisamment traité. Et ce sujet nous est apparu comme un enjeu de santé publique. Et il nous paraissait donc légitime et urgent de nous mobiliser, toujours avec nos partenaires, autour de cette problématique sociale, médicale et politique. Voilà, il est temps que je laisse la parole aux intervenants, que je remercie infiniment d'avoir accepté de participer aujourd'hui, et aussi au docteur Philippe de Normandie, qui va animer cette plénière. Et j'en profite pour remercier Philippe d'avoir accepté de prendre la coprésidence de l'association, afin de nous aider à la faire rayonner et d'être encore plus au service des personnes en situation de handicap. Très belle plénière. Merci Pauline.
désolé que tu ne sois pas avec nous, mais on sait combien tu es investi sur ce sujet. Personnes handicapées vieillissantes, c'est vraiment encore une thématique clé pour l'association Coactis. J'en profite également encore pour souligner tout le travail que fait toute l'équipe de l'association Coactis. C'est vraiment grâce à vous qu'on arrive à bouger des lignes. Il faut chasser en meute, vous êtes très efficace dans ce domaine. Et donc on aborde ce soir ce sujet des personnes handicapées vieillissantes. C'est un titre qui n'est pas si simple que ça, parce que qu'est-ce que ça représente? Et ce que je vous propose dans une première étape, c'est que l'on puisse déjà essayer de mieux comprendre qu'est-ce que l'on met les uns et les autres derrière ce mot, cette définition de personnes handicapées vieillissantes, pour qu'on puisse ensuite pouvoir mieux travailler sur les différents aspects et les problèmes que pose cette population, si on peut appeler comme ça ce terme, si on peut regrouper toutes ces personnes handicapées vieillissantes dans une population qui a un certain nombre de spécificités. Donc, ce que je vous propose, c'est commencer par Clarisse. On a la chance autour de la table, on se connaît, donc ça va permettre de faire un ping-pong efficace. C'est quoi pour toi cette santé des personnes handicapées vieillissantes? Les personnes handicapées vieillissantes, c'est une entité, ça représente quelle définition? Alors la définition aujourd'hui, je crois que personne ne l'a trouvée et n'est en capacité de la donner de manière totalement univoque, et ça montre la richesse du sujet au-delà du fait qu'il est inabouti. Nous avons tenté là dernièrement en équipe de trouver une première forme de définition. Et ce que nous retenons avant tout, c'est de préférer à l'adjectif vieillissant la terminologie d'avancement en âge, d'avancer en âge, parce que ça fixe moins un état et ça montre toute la dynamique, la progression, à la fois dans l'appropriation psychologique, l'impact somatique, psychique d'une personne qui est en situation de handicap, quel qu'il soit, qui avance en âge et qui va en avoir une appropriation plus ou moins différenciée. Et nous sommes arrivés in fine à la presque conclusion que il était presque impossible de définir a priori ce que c'était une personne handicapée vieillissante, qu'en revanche, de se mettre en questionnement et en soutien de l'expression des personnes, de leur ressenti sur leur avancée en âge et de leur perception de la nécessité ou pas d'adapter et d'orienter leur projet de vie, c'était la bonne approche parce que, comme dans bien des fois, il y a autant de personnes handicapées vieillissantes qu'il y a de parcours de vie. Merci beaucoup Clarisse, ça ouvre vraiment une piste très intéressante parce qu'on répond bien aux besoins de la personne, à sa situation individuelle. Patrick, tu as fait un rapport qui fait encore date. Donc, tu as forcément travaillé sur le champ que représentait cette terminologie personne handicapée vieillissante. Et vous étiez arrivé à quelle conclusion dans ton rapport? Par rapport à cette définition, pas toutes les mesures du rapport. Non, la première chose, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir ce que c'est que le handicap. Il faut commencer par là. C'est une réalité multiforme en nature. Moteur, intellectuel, sensoriel, psychique. Le handicap psychique est un des parents pauvres des politiques publiques dans notre pays, mais c'est aussi, il y a une diversité en degrés. Il y a des gens qui sont légèrement handicapés, il y en a d'autres qui sont moyennement handicapés, il y en a d'autres qui sont lourdement handicapés. Quand j'ai fait ce rapport, que je n'ai pas fait seul, je l'ai fait avec des acteurs de terrain. J'ai voulu qu'il y ait beaucoup d'illustrations, beaucoup d'initiatives concrètes de nature à suggérer des évolutions. Ça, c'est un premier point important. Ensuite, dans la contextualisation, on ne parle pas de rien. Nous avons un héritage. On a un héritage politique important. La politique du handicap en France, elle commence au début du siècle dernier. Chez les Allemands, c'est la révolution conservatrice de Bismarck qui lance la politique du handicap. Chez nous, c'est principalement les intéressés eux-mêmes. C'est très important. Et les intéressés eux-mêmes qui se sont organisés en association, qui ont trouvé des interlocuteurs compréhensibles, qui s'y sont investis, etc. Et aujourd'hui, on est les héritiers de 5 ou 6 étapes. La première étape, c'est la réparation. La deuxième étape, la plus longue, celle qui va voir la naissance d'associations comme l'APF, l'UNAPI, etc., c'est la réadaptation. La troisième étape, c'est l'intégration.
quand la gauche accède au pouvoir en 1981, cette approche-là va l'emporter, l'intégration. Et ensuite, ce qui va dominer, c'est pas exclusif, mais ce qui va dominer la préparation et la rédaction de la loi de 2005, c'est la compensation. C'est-à-dire, au fond, il y a un moins qu'il faut compenser par un plus pour atteindre le signe égal. C'est très simplifié ce que je dis là, mais c'est pour être bien compris. Et puis, aujourd'hui, on est dans l'inclusion. Alors, un commentaire rapide. L'avancée en âge se traduit par, souvent, une accentuation du handicap d'origine. Le vieillissement se caractérise aussi par la survenue d'autres handicaps qui viennent s'y ajouter. Et par conséquent, il faut qu'aujourd'hui, que l'on ait passé à un stade important qui est celui de l'inclusion. C'est lui qui a dominé, cette approche a dominé le précédent quinquennat et la précédente législature. Je considère, moi, par les observations que je suis amené à faire dans mes diverses fonctions, que l'on n'a pas couvert la totalité du spectre du handicap. Et j'ai une inquiétude que je mets sur la table d'entrée de jeu. C'est la réponse qu'il convient d'apporter aux personnes lourdement handicapées et polyhandicapées. Si je mets ça, c'est parce que souvent, le handicap se traduit par une évolution de cette nature-là. Donc il faut l'anticiper. Claude, avec ta casquette d'universitaire, à la fois de gériatrie, mais je sais que sur ce sujet des personnes en situation de handicap vieillissantes, c'est un sujet sur lequel tu as fait travailler du monde. Par rapport à la définition que tu en donnes, le cadre, et par rapport aux réactions que peuvent les propositions de Patrick et de Clarisse, d'un point de vue scientifique, c'est quoi ta définition, ou en tout cas ton cadre? Alors, avant de savoir, on ne savait pas, et je crois qu'on doit faire preuve d'une grande humilité sur des sujets comme ceux qu'on aborde là. Je partage bien sûr ce qui vient d'être dit, mais on voit qu'on bute, d'ailleurs si tu poses la question, c'est qu'on n'a pas la réponse. Alors, moi, mon approche consiste d'abord à revoir la question de l'avance en âge, effectivement, plutôt que du vieillissement. Je rappelle que le vieillissement, c'est un processus biologique qui débute très tôt dans la vie, et qui nous accompagne tout au long de la vie. L'avance en âge est plurifactorielle, elle implique des déterminants extrêmement nombreux, vous les avez rappelés d'ailleurs en partie, et il y a autant de trajectoires de vie, effectivement, pratiquement que d'individus. Pour autant, nous, en gériatrie, on a tendance, plutôt qu'une définition avec un âge chronologique, tout le monde attendrait cela comme réponse, mais ça serait trop simple, considère qu'il y a au moins 3 modalités d'avance en âge. Elles n'ont pas de raison de ne pas s'appliquer aux personnes en situation de handicap. Donc ces 3 modalités, c'est 1, on peut avancer en âge en bonne santé, on parle de vieillir en bonne santé, on parle de vieillissement à haut niveau de fonction. J'introduis là un terme qu'on n'a pas cité, qui est la fonction, et j'y reviendrai. C'est-à-dire que l'individu va traverser le temps sans voir l'effet du temps sur les fonctions portées par ses propres organes. Et on sait par les différentes études longitudinales anciennes déjà que finalement, dans un grand nombre de cas, les personnes ne voient pas l'effet du temps sur leur fonctionnalité au sens des organes. Évidemment, le débit cardiaque diminue légèrement, mais bon, pas assez pour entraîner une incapacité fonctionnelle. Les fonctions cérébrales de la même façon, et ça c'est la modalité qu'on dénomme le phénotype vieillissement à haut niveau de fonction. La deuxième modalité, à l'opposé, c'est le fait que l'âge est le premier facteur de risque de l'ensemble de toutes les maladies. C'est-à-dire que si vous prenez la prévalence d'une maladie, à un âge donné, elle est toujours plus élevée dans la tranche d'âge suivante. Il n'y a pas d'exception. Par contre, il n'y a pas de maladie du vieillissement. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, à part la presbytie, qu'on ne considère pas comme une pathologie, de maladie que inéluctablement tout individu présenterait. Même les maladies neuroévolutives, parce que tout le monde pense probablement à la maladie d'Alzheimer, non. C'est 30% des plus de 90 ans, c'est 20% des plus de 80 ans, c'est 3% des plus de 65 ans, mais 30% des 90 ans veut dire que 70% sont indemnes de ces maladies. Donc, il n'existe pas de maladie
encore une fois en dehors de la presbytie, qui seraient maladies du vieillissement. Par contre, ces affections voient leur prévalence augmenter avec l'âge. Donc l'âge est un facteur de risque. Ce que je viens de dire là s'applique tout autant aux personnes en situation de handicap. J'y reviendrai. Et la troisième modalité, c'est le fait qu'un certain nombre d'individus avancent en âge sans être atteints de ces maladies, encore atteints, sans pour autant suivre la trajectoire du vieillissement au niveau de fonction, et ils vont le décrire comme voilà, se sentant moins capables d'assurer tel ou tel acte, se sentent plus fatigables, mettent plus de temps à réaliser certaines tâches complexes. Pour autant, on ne peut pas attribuer cette modification de leur aptitude à une maladie de l'organe concerné. C'est ce qu'on appelle, nous, le vieillissement avec fragilisation, qui ne relève pas d'une pathologie de l'organe, a priori en tout cas, documentable, mais qui relève d'un ensemble de phénomènes qu'on pourrait mettre sous le registre de la sous-utilisation de la fonction. C'est-à-dire le fait de ne plus utiliser une fonction. Il y a un adage qui dit la fonction crée l'organe. Un organisme ou un organe qui n'est plus utilisé, plus l'objet d'une stimulation, va finalement perdre ses fonctions plus rapidement. Et tout l'environnement joue un rôle majeur, la sous-utilisation, la sous-stimulation, etc. Le fait d'être soustrait d'un environnement riche de stimulation, le lien social, etc., c'est dans ce registre-là. Donc ces trois modalités, ces trois phénotypes, pour nous aujourd'hui, doivent structurer l'approche, et non plus par l'âge chronologique, mais par l'évaluation. C'est-à-dire il faut qu'on soit capable de dire à chacun des individus, voilà, vous êtes plutôt sur cette trajectoire-là, sur celle-ci ou sur celle-là. Et donc, pour répondre à la question des personnes en situation de handicap et en situation de vieillissement, et on l'est tous en situation de vieillissement, je suis désolé de vous décevoir, eh bien, il n'y a pas de raison de considérer que ces trois avances en âge ne s'appliquent pas de la même façon aux personnes en situation de handicap. Avec une particularité, c'est comme l'a dit M. Gouet, ces personnes ayant déjà un ou plusieurs handicaps préexistants, donc une atteinte de la fonction de l'organe, psychique, cognitif, sensoriel, moteur, eh bien, il y a un effet additif. C'est-à-dire qu'ils peuvent être s'ils sont sur la trajectoire d'un vieillissement à haut niveau de fonction, ils vont garder leur handicap. Ils n'en acquerront pas un second, mais ils gardent leur handicap, déficience. Par contre, et c'est tout l'enjeu, ils peuvent se fragiliser. Et il faut être capable d'identifier cette rupture dans la trajectoire, c'est-à-dire handicap plus fragilité. Et ils peuvent, bien évidemment, contracter les maladies. Ils ne sont malheureusement pas protégés des maladies que tout à chacun peut rencontrer. Et ils vont être sur ce risque de cumuler un handicap, une maladie chronique incapacitante génératrice d'un nouvel handicap, soit dans le même registre psychique, cognitif, moteur ou sensoriel, soit dans un autre registre. Voilà. Et juste pour bien comprendre, notamment sur le premier niveau, enfin je pose la question à vous trois, c'est que finalement, et ça, quand on a des personnes qui ont un certain nombre de déficiences, des personnes en situation de handicap, c'est par nature la définition, et ce que vous dites, c'est notamment pour les gens qui sont en bonne santé, qui veulent avancer, mais des petites modifications qui, chez une personne qui n'a pas d'autres déficiences, finalement ne sont pas perceptibles ou peu perceptibles, chez une personne qui a des déficiences peut devenir perceptible. Je prends un exemple très concret. Là, je suis chirurgien, j'opère beaucoup notamment de polio, je m'occupe que de personnes en situation de handicap. Pour toi, par exemple, on voit chez les polios, ils arrivent à marcher, mais ils se retrouvent à 55 ans, il y a la sarcopénie qui n'est pas une maladie, mais qui est que ta capacité musculaire diminue, et on voit des gens qui, tout d'un coup, on sent que ça bascule, et eux-mêmes qui se disaient pas handicapés, se disent handicapés, alors qu'ils sont, ils sont en bonne santé. Donc, est-ce que ça correspond bien à cette catégorie de gens dont ces éléments d'une avancée en âge naturelle fait qu'une situation qui a un équilibre, mais qui fonctionne bien, il ne faut pas grand-chose pour que cet équilibre, tout d'un coup, là je prends l'exemple physique, mais ça pourrait être sur d'autres sujets. Est-ce que ça correspond à déjà une des tranches? C'est tout à fait ça. Donc, où je n'ai pas été clair, où tu as très bien compris, ou les deux à la fois. Les orthopédistes, ils aiment bien répéter, tu sais. Mais tu as cité un mot que je n'ai pas cité parce que c'est peut-être trop médical, l'insuffisance musculaire. Ouais.
on est tous assujettis, tous sans exception, à ce phénomène insidieux. Tu as dit maladie, mais on ne la considère pas comme une maladie. C'est d'ailleurs pourquoi on n'en parle pas d'ailleurs. Alors est-ce une maladie ou pas? C'est toute la frontière entre vieillissement intrinsèque, normal, physiologique du muscle et vieillissement pathologique. C'est toute la frontière là. Mais la perte musculaire, la fonte musculaire, qui n'épargne personne à partir de 60 ans, n'a aucune raison de ne pas concerner aussi les personnes en situation de handicap. On est dans le modèle de fragilisation là. En revanche, ce qui est important, c'est de voir quels sont, et on va l'évoquer après, les moyens dont on dispose pour parer en fait à cela. Et si on n'est pas capable, toi tu as ton exemple est tout à fait intéressant, c'est le château de cartes, quoi. C'est le handicap qui préexistant auquel s'ajoute effectivement une fragilisation qui va donner l'impression d'une aggravation du handicap préexistant. Mais en fait, non, c'est l'addition de deux phénomènes, c'est un effet de seuil, de perte de fonction. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on mette peut-être ce débat autour de la fonction. La fonction. Nous sommes dans une société... Quelles que soient les fonctions, on est bien d'accord. Motrice, psychologique. Nous sommes dans une société, je parle des médecins en particulier, et je sais que certains médecins nous écoutent. On a été formés dans nos études sur un modèle hippocratique qui fait que la structure est toujours au-dessus de la fonction. Il faut que ce modèle évolue. Les rééducateurs fonctionnels, les gériatres, les pédiatres aussi, toutes ces médecines populationnelles, santé mentale aussi, ont toujours tenu compte des deux, la fonction et la structure. Et le fait de ne pas avoir mis en exergue assez bien la fonction, et il y en a un que j'ai cité, Philippe Wood quand même, était celui qui a défini le lien entre déficience, incapacité, handicap ou désavantage. Il était quand même parti de ce lien entre et la fonction est au premier plan. Donc il faut qu'on raisonne plus en fonction et en fonctionnalité. Ça, c'est capital. Clarisse, réaction par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, je rejoins vraiment la nécessité de faire une approche fonctionnelle qui permet de rentrer beaucoup plus aussi dans une approche personnalisée parce qu'en rentrant par la rubrique des fonctions, on peut beaucoup mieux appréhender en quoi l'avancée en âge, et qui n'est pas nécessairement liée à un âge biologique, va impacter les fonctions motrices, psychiques, sensorielles, les fonctions sociales, et dans la modification de ces fonctions, on va pouvoir observer et aider aussi la personne à se rendre compte de comment ces modifications fonctionnelles sont perçues par elle. Parfois, ça peut être perçu avec une forme d'acquiescement, de sérénité. Voilà, des personnes qui petit à petit ne rentrent plus dans les activités, mais qui n'en expriment pas un désavantage ou un regret. Et au contraire, des personnes qui vont avoir une modification importante de l'humeur, sans que ça soit quelque chose qui soit perçu par elle et qui soit compris par l'entourage. Ça peut être, elle n'a jamais eu très bon caractère, on va pouvoir entendre ça. Or, pourtant, il y a des fonctions qui méritent d'être analysées. Et effectivement, dans le projet d'accompagnement des personnes handicapées et vieillissantes que nous menons, nous avons fait une priorité d'inclure l'évaluation fonctionnelle dans l'approche par des équipes. Si je peux rajouter, on cite beaucoup actuellement le terme de prévention. 25, 45, 65. Là, il est capital que la prévention n'oublie pas justement cette approche qu'on évoque là, et faire en sorte que les personnes en situation de handicap bénéficient eux aussi de ces approches de prévention, parce que ce qu'on est en train de dire en fait, c'est vous avez utilisé le terme de repérage tout à l'heure dans votre première intervention, c'est être capable de repérer la notion de changement de statut fonctionnel.
Alors ça, c'est compliqué, et c'est compliqué au même titre que chez les personnes sans handicap qu'avec handicap. Hein. Je veux dire, nos personnes qui avancent en âge à 75 ans, on parle de perte d'autonomie, là. Handicap, on pourrait discuter là. Pourquoi on donne ces termes-là, handicap, perte d'autonomie, dépendance, Après, on y reviendra. quel moment? Enfin, le point commun, c'est la perte d'autonomie fonctionnelle, la perte de la fonction ou la réduction de la fonction. Et donc, il faut qu'on soit capable, en matière de prévention, d'identifier ces changements de fonction, en comprendre la cause. C'est pas que du diagnostic un constat. Il faut essayer de comprendre la raison pour laquelle ce changement survient et voir si à la clé il y a des solutions envisageables. Donc ça veut dire quand même, et je vais repasser la parole à Patrick parce que je pense que tu l'as vu dans ton rapport, ça veut dire que il faut tuer et ne plus accepter ce principe que quand une personne en situation de handicap vieillit et que ses fonctions s'aggravent, c'est dû à son handicap. C'est l'évolution naturelle du handicap. Mais parce qu'on le voit et on l'entend partout. C'est-à-dire, on ne va pas se casser les... Voilà, ça ne mérite pas, puisque de toute façon, c'est l'évolution de son handicap. C'est quand même ce que vous donnez comme message extrêmement important pour nous tous, c'est qu'il faut se révolter en permanence sur... c'est l'évolution naturelle. Non, c'est pas... avant de dire que c'est... parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses et pouvoir se dire, on s'est donné tous les moyens pour essayer de voir s'il n'y avait pas cette cause qui peut être une cause naturelle d'évolution, mais sur lequel on peut peut-être travailler en termes de prévention pour éviter. On est bien d'accord sur le principe. Au même titre que le vieillissement n'est pas une maladie pour tout à chacun, il n'a pas de raison d'en être une pour les personnes en situation de handicap. Patrick, est-ce que ce sujet-là, tu trouves que depuis, parce que ça va faire presque 10 ans ton rapport, est-ce qu'on a mûri sur ce sujet ou finalement on aurait dit exactement les mêmes choses en 2013 sur cette perception qu'on peut avoir sur le fait que finalement les personnes en situation de handicap, ça rejoint l'inclusion, c'est comme tout à chacun. Oui, je pense que la personne en situation de handicap dans notre société, elle a progressé dans le regard que l'on porte sur elle. Elle a un handicap, certes, mais c'est une personne à part entière. Et par conséquent, à des moments différents ou de manière différente, elle va connaître les évolutions que tout un chacun connaît. Ça, c'est extrêmement important. Mais ça s'anticipe et c'est clair que le vieillissement peut survenir un peu plus tôt du fait de certaines formes de handicap, de certaines causes de ces handicaps. Hein. Si vous prenez certaines personnes en situation de handicap intellectuel, par exemple, c'est le cas. La perte d'autonomie ou la réduction de l'autonomie, en moyenne, intervient manifestement plus tôt que pour la moyenne du reste de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en particulier accueilli dans une institution de travail, une institution d'hébergement, etc., il faut inclure dans la politique de ces institutions cette dimension-là de la vie des gens qu'on leur confie. Aujourd'hui, c'est plus la force des choses qui s'impose qu'une anticipation réelle. Ce que je dis là est fondamental. Ensuite, la personne en situation de handicap, elle n'a pas qu'une institution. Elle a un entourage. Elle a un entourage familial, elle a un entourage amical. Et puis d'ailleurs, toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas accueillies dans une institution. Ça veut dire que la mobilisation doit être globale. C'est l'ensemble de la cité qui doit inscrire dans ses priorités ce sujet-là. On a progressé, hein. On a progressé. Il est clair qu'il y a eu une prise de conscience. On continue d'avoir une prise de conscience. Ce n'est pas suffisant. Et il faut traiter ça sous l'angle des inégalités territoriales. Ce pays souffre d'inégalités territoriales considérables. Vous avez Paris, vous avez les grandes villes, vous avez les villes moyennes qui se désertifient dans leur centre, vous avez les zones rurales, vous avez les territoires ultramarins, où de surcroît viennent s'ajouter des approches culturelles importantes sur la question du handicap. Il faut vraiment une politique globale qui puisse être déclinée, notamment en tenant compte des approches culturelles de la question du vieillissement. Oui, mais quand tu dis culturel, en fait, parce que vous écoutez, on voit bien que on a des personnes en situation de handicap
arrivent à compenser un certain nombre de leurs déficiences, arrivent à avoir leur autonomie de fonction, leur fonction, mais leur capacité de compenser une modification physiologique, une maladie est probablement moins importante, ou en tout cas plus de conséquences sur leur équilibre fragile. Oui, mais le handicap, c'est une réalité très diverse, oui, qui va du très handicapé jusqu'au moins handicapé. Oui, mais est-ce qu'on ne retrouve pas... Et donc, il ne faut omettre aucune des réponses proposées aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. Et il ne faut pas oublier on va parler net. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Il faut réintégrer dans la politique du handicap de manière claire et précise les handicaps les plus lourds et les polyhandicaps. Ils ont été négligés. Ils vieillissent aussi, avec des caractéristiques propres à leur vieillissement. Ça, chez moi, c'est une obsession. Oui, mais ça... Oui, Claude, tu voulais réagir? Oui, je voudrais réagir sur ce que tu disais à l'instant. D'abord, on parle beaucoup de l'avance en âge, mais on ne parle pas beaucoup du handicap, je veux dire, dans les définitions. J'ai cité Wood. Déficience, incapacité, handicap ou désavantage. C'est-à-dire qu'il faut quand même être capable de faire le lien entre les trois éléments. Or, on parle de handicap, alors polyhandicap, on n'a pas toujours l'explication au départ de la cause du handicap. Hein. On a beaucoup à apprendre dans la genèse, la lésion. Qu'est-ce que c'est la lésion? À part quelques pathologies, trisomie ou autres, les troubles du spectre autistique, en plus, c'est très compliqué. On met sous le même vocable, handicap, beaucoup de situations extrêmes qui relèvent tu parles de physiopathologie, très, très diverses. Alors, c'est un peu simplificateur, ça, premièrement. Deuxièmement, je pense personnellement que sur un plan fondamental, physiologique, une personne qui acquiert un handicap, donc avec sa cause, à un âge précoce, a probablement plus de capacité d'adaptabilité, de synergie, de symorpho, de stratégie de compensation qu'une personne plus âgée contractant le même handicap à un âge plus avancé. Parce qu'il y a l'effet de l'âge sur nos capacités de neuroplasticité et autres qui jouent là. Donc on ne peut pas confondre. Il y a à la fois un désavantage, j'allais dire, à contracter un handicap tôt, mais le contracter plus tard est probablement une perte de chance supplémentaire. Mais dans tous les cas, cette personne, qu'elle soit jeune ou plus âgée, quand elle avance en âge, si elle a eu des stratégies de compensation, comme on le voit dans les déficiences visuelles ou dites, peu importe les déficiences, l'avancée en âge, par des modifications physiologiques, peut entraîner ce déséquilibre qui fait que ta capacité de compensation, elle est moins importante et donc t'exprimes plus à ce moment-là un certain nombre d'incapacités. C'est ça. Ça, on est d'accord sur ce sujet. Je me retourne parce que il y a des questions également et je trouve que c'est important qu'on puisse enrichir notre débat par les questions. Alors, on nous demande s'il y a des outils, des grilles pour évaluer les changements de fonction. C'est une question qui vient un peu tôt par rapport au déroulé qu'on avait prévu, mais on y va. Non, mais c'est bien parce que je pense que c'est quand même un des cœurs du sujet. Avant de parler des réponses de structure ou d'offres, je pense que c'est très important de pouvoir répondre à ces questions parce que c'est la vie quotidienne, ça. Et avec derrière ça, comment on ne passe pas à côté de quelque chose finalement? Comment on se dit merde? Je peux commencer. Ouais. Bon, là encore, beaucoup est à faire. On a, nous, en gériatrie, on a des échelles d'évaluation. Il y en a d'ailleurs trop, au point que parfois on ne sait pas quelle utiliser. Mais on a beaucoup d'échelles. C'est une approche ancienne qui a fait que le monde de la gériatrie s'est doté d'échelles. C'est un peu notre scanner aux mains nues, où on évalue les fonctions cognitives, sensorielles, les risques de chute, nutrition, enfin tous les registres, une approche holistique, sans oublier la composante socio-environnementale, bien sûr, sur un modèle biomédico-psychosocio-environnemental qui s'applique de la même façon au handicap. Malheureusement, il y a peu d'échelles aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, qui ont été validées dans les différents champs que je viens de citer, dans le champ du handicap. Par exemple, si on veut évaluer l'altération des fonctions cognitives chez une personne atteinte de trisomie 21, dont on sait que le risque de développer une maladie d'Alzheimer est élevé, on se heurte là à la robustesse des échelles. On n'a pas d'échelle
vraiment spécifiques, validés internationalement pour évaluer cela. Les travaux sont en cours et il faut impérativement que ces travaux aboutissent pour pouvoir armer nos professionnels des échelles. Alors, en ayant à l'esprit ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça concerne que les médecins. Il faut que les sentinelles les plus proches soient eux aussi dotés d'échelles, alors pas les mêmes, de repérage qui amènent ensuite à orienter la personne vers une autre structure d'évaluation. Pour être plus précis, concret, j'ai mis en place dans mon service à Montpellier, on est en train de développer ce point avec une de mes collaboratrices qui est une des premières futures professeurs de médecine qui aura cette spécificité du handicap des personnes en situation vieillissante. C'est donc l'hospitalisation des plateformes d'évaluation qui permettent d'évaluer de manière globale les personnes en situation de handicap. Donc il faut que ces structures demain se développent. Comment vous faites, vous, dans le projet, on reviendra sur le projet que vous menez, Clarisse, mais comment il y a des échelles, vous avez travaillé un peu sur ces outils qu'on met à la disposition de l'environnement, et en particulier des gens qui vont à domicile? Alors, nous nous interdisons de choisir a priori un outil parce que l'objectif, c'est vraiment de le construire de manière partagée avec les acteurs du territoire et puis aussi de le construire avec les personnes et les proches aidants pour qu'elles soient aussi incluses dans l'évaluation parce que ça participe aussi de l'appropriation de sa propre perception du vieillissement. Donc, pour l'instant, on n'a pas retenu un outil a priori, sachant que, comme l'a précisé le professeur Jandel, il n'y a pas d'outil aujourd'hui scientifiquement reconnu, en tout cas qui fait totalement consensus, mais ce qui ne nous empêche pas de pouvoir travailler sur l'approche fonctionnelle, puisque de manière très pragmatique, nous préférons un outil qui n'est pas abouti, mais qui est robuste et qui permet un repérage et qui va être utilisé par tous, qu'un outil très abouti, très sophistiqué, qui aura sans doute beaucoup plus de robustesse scientifique, mais qui ne sera pas utilisé par nos équipes. Que ça soit utilisé par toutes les équipes, que ça soit pas réservé à quelques professionnels. À l'époque du rapport, il y avait eu une identification comme ça d'outils simples, de repérage qui permettent en 2013, j'ai pas le... Non, hein. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Hein. Ça avait été d'ailleurs une des observations que moi j'avais été conduit à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun savoir-faire. Hein. Il y avait même, moi je ne suis pas entré dans le détail, il y avait quand même à certains endroits des initiatives qui avaient été éprouvées. Moi, mon rapport, c'était un rapport qui m'avait été demandé pour faire en quelque sorte, enfin, pour alerter sur, c'était un rapport d'alerte. Mais incontestablement, il y avait déjà des équipes. Chez vous, on faisait beaucoup de choses. Moi, je me souviens, même avant mon rapport, j'avais entendu parler de vos travaux. Ma contribution, elle est sociologique, elle est sociétale, plus que médicale, et c'est complémentaire d'ailleurs, hein, c'est complémentaire. On va y revenir, mais juste pour finir cette première partie, pour avoir éclairé un peu... Oui, tu voulais... Je voudrais pondérer ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que quand on dit on n'a aucun outil, je vais préciser, on manque d'outils dès lors qu'il s'agit d'évaluer les fonctions plutôt psychocognitives. Par contre, il n'y a pas de raison de penser que l'évaluation des fonctions motrices, tu parlais de la sarcopénie tout à l'heure, l'état nutritionnel, toutes ces fonctions-là, on a les outils. Je veux dire, on est capable de savoir si la personne est à risque de chute. Enfin, les évaluations du risque, de la posture, etc. Toutes ces fonctions, plus volet physique, si tu veux, là, on a des instruments. Et une dernière question, parce que je pense qu'on a bien éclairé quand même ceux qui nous écoutent sur notre cadre, avec notre sémantique d'avancée
d'avancer en âge et de voir comment on peut modifier les équilibres. Par rapport, on parle beaucoup, et notamment chez les personnes âgées, il y a de plus en plus ce repérage de la fragilité. On a quand même, l'idée c'est bien de repérer de la fragilité chez nos personnes en situation de handicap. De plus en plus se développe au niveau de l'AMS, on a cet outil ICOP qui est quand même beaucoup axé sur également des logiques de fonction. Est-ce que quand même demain, on ne doit pas se dire qu'on doit avoir un outil qui, et c'est le lien entre personnes, peu importe qu'on soit personne en situation de handicap de 50 ans ou de 70 ans, est-ce qu'on ne rentre pas quand même dans la nécessité, et notamment pour la vraie vie au quotidien de l'ensemble des équipes, d'avoir un modèle simple, robuste, reconnu et porté par l'environnement à la fois gériatrique mais les autres spécialités ainsi que les tutelles? La réponse est oui. Alors, il faut adapter. Alors, tu parlais d'ICOP, effectivement, il n'est pas adapté à cette population, mais il faut l'adapter. Il y a un certain nombre d'items, comme le moteur, il n'y a pas de raison que, par exemple, le lever d'une chaise 5 fois en moins de 15 secondes, on peut très bien imaginer que ça s'applique aussi. Par contre, tout ce qui va être sensoriel, cognitif, vitalité, ça c'est un peu plus spécifique. Bon, je voudrais rajouter un point quand même qu'on n'a pas évoqué, c'est que tout n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle linéaire. Là, on a l'impression que voilà, la pente est comme ça ou comme ça. Enfin, mais c'est pas que ça le sujet. Le sujet, c'est l'interaction entre ce qu'on appelle les facteurs favorisants et précipitants. Dans notre spécialité, on peut être sur la trajectoire d'un vieillissement à haut niveau de fonction, et puis on rencontre un Covid, et c'est dans les suites qu'on décompense ou qu'on ne remonte pas la pente. On peut la remonter. Ce phénomène s'applique également aux personnes en situation de handicap. Donc, tout événement intercurrent, c'est ça le message, doit nous inciter, alors on n'a pas besoin d'évaluation là, doit nous inciter après l'événement de vérifier que la personne est redevenue ce qu'elle était avant l'événement au plan fonctionnel. Parce que c'est souvent à l'occasion d'un événement intercurrent, une grippe banale ou autre, qu'on passe d'une trajectoire à l'autre. Ça, c'est un point important, il me semble. Oui. Très bien. Et est-ce que pour le dernier mot, on peut intégrer bien évidemment le fait qu'un certain nombre de personnes en situation de handicap dû à des pathologies peuvent avoir ces pathologies évolutives de façon insidieuse qui complexifient, et notamment tu parlais à tous beaucoup de personnes étiquetées IMC polyhandicap. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus que c'est des maladies génétiques avec des évolutivités. Et donc, on a tout ce paramètre dans l'évolution et dans de caractères d'avancée en âge qui s'explique quand même également, en plus, par l'évolution propre de la maladie ou des complications propres à des déficiences. On sait que les gens qui sont paraplégiques, ils risquent d'avoir une évolutivité parce que leur problème d'infection urinaire peut faire bousculer le système. Donc ça, c'est bien évidemment des choses qu'on le prend en compte. Ce qu'il faut éviter, c'est que le fait que la personne soit en situation de handicap la soustrait de tous les moyens que tout à chacun doit pouvoir disposer, qu'il soit handicapé ou pas, c'est-à-dire moyens diagnostiques, parce qu'il y a des retards diagnostiques, on parle souvent du cancer, mais pas que, et les moyens thérapeutiques. C'est-à-dire, il faut éviter le fatalisme, qui est ce que tu disais tout à l'heure, oh, il a un handicap, donc il s'aggrave. Non, la question c'est, alors nous on a un adage en gériatrie, c'est en gériatrie, un train peut en cacher un autre, voire deux, voire trois, c'est-à-dire qu'il faut rechercher tous les facteurs et ceux susceptibles d'avoir une solution à la clé. C'est ça qui est important. La sarcopénie, ça peut être pris en compte par des approches nutritionnelles, de rééducation, etc. Donc, il faut éviter ce que... C'est pas inéluctable. C'est pas inéluctable. Voilà. Il faut continuer à se rechercher et pas inéluctable. Je pense qu'on a bien avancé sur ce sujet. Oui, je voudrais juste... on va revenir parce que tu avais attaqué le rapport, Patrick. 2013 maintenant, c'est quoi les éléments que tu trouves clés qui ont avancé parce que comme tu dis, c'était un rapport pour dire oui, il y a un vrai sujet. Sur ce sujet, quels sont, à ton avis, les éléments les plus importants, positifs? Et puis je te poserai la question après, quelles sont les plus grandes déceptions que tu as par rapport au rapport que tu as fait sur cette thématique? Je vais répondre tout de suite à ta deuxième question. C'est que la mobilisation, la sensibilisation sont en deçà.
ce que moi j'espérais. Pas uniquement par le fait que j'avais réalisé un rapport et que ce rapport était diffusé, mais ça a progressé quand même. Hein, ça a progressé. La question de l'avancée en âge dans notre société, par la force des choses, de toute façon, elle s'impose de plus en plus. Et ce que dans mon premier propos je disais, y contribue aussi, parce que la mortalité dans le monde du handicap, il y a de l'espérance de vie de gagner, en particulier pour certaines formes de handicap, en raison des pathologies qui sont à l'origine de ces handicaps. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Moi, j'ai suggéré, sur la base de ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai suggéré un certain nombre de réponses qui me paraissaient concilier les préoccupations de la famille et les besoins de la personne en situation de handicap par des solutions de proximité, etc. Ce que je n'ai pas eu la possibilité de faire, c'est, je pense qu'il faudrait faire une évaluation sur le terrain des évolutions qui sont survenues depuis. Je pense qu'il faudrait faire un rapport de complément là-dessus. Parce que je cite, je vais pas les énumérer, mais je cite quelques exemples qui me sont parus exemplaires. Vous savez, c'est ce site sur lequel il y a des parents très âgés d'un côté, des personnes handicapées plus jeunes de l'autre, avec une claire distinction de leur vie respective, mais en même temps une certaine proximité. J'avais été subjugué par ce que j'ai entendu de la part des parents et de la part des personnes handicapées. Il y avait ça. Il y avait aussi la proximité entre une structure pour personnes âgées ordinaires, je veux dire ça comme ça, et une structure pour personnes âgées handicapées. Des activités communes. C'est extraordinaire, cette dame qui me dit « J'ai jamais eu autant de responsabilités que depuis que je suis à la maison de retraite. » Ah bon ? Vous faites partie de l'administration? Non, pas du tout. On m'a confié l'accompagnement d'un couple de personnes en situation de handicap. C'est inimaginable ce que je fais avec eux. Si j'étais resté toute seule, je ne l'aurais jamais fait. Alors, c'est une illustration plaisante, mais je pense que on parle d'inclusion. Ça, c'est une forme d'inclusion. Et c'est une forme d'inclusion intelligente, c'est-à-dire que on fait se cohabiter des réponses spécifiques destinées aux populations en question. Population ordinaire, comme pour tout le monde, et la population handicapée. Il ne faut pas oublier que le patrimoine personnel, le patrimoine intellectuel, le patrimoine, les souvenirs, etc., ne sont pas les mêmes. Et j'avais été frappé par cette dame âgée qui m'avait expliqué. Elle m'avait même dit, il était temps que je découvre ça. J'ai compris ce que ça pouvait être une vie confrontée à des obstacles particuliers. Et puis, c'est mon tour. Je rencontre des obstacles que je n'ai pas connus jusque-là. Et finalement, ils me donnent des réponses. Par les témoignages qui sont les leurs, ils me donnent des réponses. Et c'est une forme d'inclusion. C'est une forme d'inclusion. Et finalement, oui, tu as une question? Oui. Pourquoi, quand on parle de la santé des personnes handicapées avançant en âge, vous référez-vous à des lieux de vie? Pourquoi votre réponse passe par ce stade? Sans doute parce que je suis influencé par ma propre histoire personnelle. J'ai été directeur général de l'UNAPI. Et puis, j'ai été délégué interministériel. Donc... handicapé. Personnes handicapées, oui, merci de le préciser. En fait, les situations auxquelles j'ai été confronté, dont j'ai eu la responsabilité, ont surtout concerné des personnes moyennement et lourdement handicapées. Et ce qui m'a convaincu, c'est justement parce que j'ai eu la possibilité d'observer la façon dont c'était vécu tant par les structures ordinaires que par les structures spécialisées. Donc j'ai vu un peu comment ça se vivait. Et je vous dis, c'est cette dame qui me dit je craignais la retraite, je craignais mon vieillissement, je craignais de perdre pas de l'importance, mais voilà, c'est ça. Et elle dit, là j'en ai trouvé. Avec un retour de la part des personnes concernées et avec un retour de la part de l'environnement des personnes concernées.
Je crois beaucoup à cette proximité. Je crois beaucoup à cette Mais- proximité. On gagne collectivement en espérance de vie, mais je parle sous votre contrôle, mais on est quand même exposé à la faveur de ce gain en espérance de vie à des pertes, à de la perte d'autonomie. Et, voilà. Et donc, ce dispositif-là anticipe beaucoup de choses qui peuvent être reproduites ailleurs, d'ailleurs, que pour la population qui nous réunit en ce moment. Et pour les populations, et pour aller compléter par rapport à ta question, et pour les personnes qui finalement souhaitent rester chez elles, donc vieillissantes, rester chez elles, est-ce qu'il y a des points que vous aviez pu identifier dans votre rapport comme étant clés sur ce sujet-là, dans la façon avec laquelle il fallait imaginer des organisations différentes, où on considérait que l'ensemble des dispositifs existants étaient capables de répondre à la situation? Non, on a rencontré des personnes handicapées âgées qui voulaient, des couples ou des personnes seules, qui voulaient continuer de vivre chez elles de manière autonome, mais elles n'imaginaient pas de rejoindre une institution. Mais elles disaient, on a besoin d'un accompagnement institutionnel. C'est-à-dire, on est chez nous, mais on a perdu de l'autonomie. On vit un peu dans la crainte, concrètement, d'une chute, de quelque chose qui va accroître notre handicap ou nous plonger de manière accentuée dans le handicap. Et merci pour cette question, parce que ça veut dire qu'il faut aussi soigner les réponses en termes d'accompagnement adapté de gens qui veulent rester autonomes. C'est certainement bon, il faudrait peut-être que moi je réactualise mes connaissances là-dessus, mais j'ai le sentiment que là on est pauvre. Là on est pauvre. Il faut vraiment qu'il y ait un effort de la société pour apporter ça. En plus, ça peut servir à tout le monde. C'est une réponse. Mais avant de passer la parole à Clarisse, qui a une expérience dans ce domaine-là, donc Claude, tu voulais juste Oui, réagir, non, et ça me permet de... Est-ce que tu as l'impression que ce qu'on propose aujourd'hui aux personnes dites âgées, finalement, est la réponse, où il faut aller chercher plus loin dans une offre plus intelligente et plus adaptée? Alors, la personne âgée n'existe pas. Hein. alors, Tout à l'heure, je l'ai dit, on devrait éviter ce vocable-là. Alors, le vieux, On parle de personnes robustes, fragiles ou dépendantes. C'est différent. mais déjà dépendante, tu n'es jamais complètement dépendant. Ce mot est horrible aussi. Il est horrible, mais c'est malheureusement... Non, mais c'est une personne qui a de l'autonomie. Perte d'autonomie. Bon, Voilà. fonctionnel, pas autonomie, fonctionnel. Non, mais ce débat-là, il est intéressant parce que je ne vois pas en quoi, après ce qu'on a dit tout à l'heure, il y aurait une différence à faire, en dehors de l'âge, quand même, par rapport à la question que vous posez. Si vous voulez, la question, c'est, on peut se la poser pour les personnes dites, personnes âgées, qui passent du domicile à l'établissement d'hébergement, résidence, service, autonomie, voire EHPAD. Les questions sont les mêmes et les déterminants sont souvent les mêmes, sauf que les personnes en situation de handicap peut-être sont plus jeunes quand elles se posent ces questions, parce que d'abord leur espérance de vie est peut-être plus courte aussi. Bon, mais un des déterminants majeurs du passage du domicile à l'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie, des personnes dépendantes, c'est l'étayage à domicile. Et je ne vois pas en quoi il serait différent chez les personnes en situation de handicap. Étayage, c'est-à-dire, ce n'est pas le même étayage, par contre. Chez nos personnes âgées, c'est le conjoint qui joue le rôle d'aidant, c'est parfois les enfants. Chez les personnes en situation de handicap, c'est parfois les parents. Donc, il y a des différences de cet ordre-là, mais je ne vois pas en quoi les déterminants seraient très différents. Ça dépend du degré de perte d'autonomie. À un moment donné, ça crée un fardeau tel que l'aidant professionnel, non professionnel, s'il y en a un, ne peut plus assurer. Alors, s'il n'y a plus d'aidant du tout, c'est la bascule. Non, mais ça veut dire, et Clarisse, tu prends... mais c'est une façon de te passer la parole. Parce que finalement, comme tu l'as dit, les gens, souvent personnes en situation de handicap, sont dans un environnement familial. Et c'est plus le conjoint, mais c'est les parents. Et est-ce que finalement, un des éléments de rupture très important, et donc qui pose des problèmes de l'accompagnement, si on veut que les gens continuent à rester à domicile, pas les maintenir, mais les accompagner,
est-ce que c'est pas justement le fait que il y a ces parents, la grande fragilité des parents, voire leur disparition, remet tout en cause? Si, c'est un événement, une rupture dans le parcours de vie des personnes qui, pour ne pas constituer une rupture, mérite d'être anticipée et faire partie d'une stratégie territoriale pilotée par les tutelles et favorisant une inclusion de cet aspect-là dans le projet territorial et dans une responsabilité partagée de l'ensemble des acteurs du territoire. Et ça mérite d'autant plus d'être anticipé que, comme pour chaque personne qui va avancer en âge, il peut y avoir nécessité d'un temps de maturation important entre le moment où une orientation en dehors de son propre domicile ou du domicile d'un proche aidant va commencer à se faire jour et le moment où la personne va pouvoir petit à petit commencer à expérimenter des séjours, avoir le droit aussi de changer d'avis et pouvoir trouver le projet qui lui conviendra le mieux au moment où le proche aidant, pour différentes raisons, ne pourra plus assurer ce rôle. Donc c'est une vraie stratégie territoriale d'anticipation. Comment vous le réfléchissez? Oui. Je veux ajouter que nous, on considère le proche aidant, quand c'est le conjoint, comme une personne en situation de fragilisation potentielle, par rapport aux 3 phénotypes tout à l'heure. Et là, il faut considérer que ce sont les parents qui sont des sujets en situation de fragilité potentielle. Ça veut dire qu'il faut regarder les deux. Et il faut les évaluer aussi pour voir si cette situation de fragilisation n'est pas solvable par une prise en charge particulière, spécifique. Et donc, par rapport à l'expérimentation, parce que là, vous, dans le cadre de la Fondation Anne de Gaulle dans lequel vous travaillez, vous assurez donc une préfiguration d'équipe mobile plutôt spécifique. Donc, vous pouvez nous en dire 2 mots, cette équipe mobile, et par rapport à ce qu'on vient de dire, le champ qu'elle va recouvrir et comment elle va permettre cet accompagnement des personnes à leur domicile? Peut-être tout d'abord préciser que c'est une réflexion qui nous est laissée en héritage par le général de Gaulle et son épouse, Madame de Gaulle, puisque quand ils ont accompagné Anne, leur fille cadette, assez tôt, dans leur réflexion de parents, parce que c'était des parents comme les autres, ils se sont posé la question de ce que pourrait devenir Anne et comment elle serait accompagnée quand l'un ou l'autre ou eux deux disparaîtraient. Eux, ils avaient fait le choix en 1928, et c'était un choix de rupture à l'époque, de ne pas placer Anne et de pouvoir la garder à domicile, de la stimuler et de parier sur ses compétences. Pour autant, ils gardaient l'inquiétude de pouvoir disparaître assez tôt et de trouver des solutions pour Anne. Et donc, c'est ainsi qu'ils ont créé en 1945 la Fondation de Gaulle, qui est devenue la Fondation Anne de Gaulle en 1948, au décès de Anne. Et Madame de Gaulle, qui s'est beaucoup impliquée dans la création de l'œuvre, a laissé en testament pour la Fondation l'objectif d'un accompagnement jusqu'au bout de la vie. Donc c'est quelque chose qui a été écrit dans les statuts de la Fondation en 1945, à une époque où les personnes en situation de handicap avaient des durées d'espérance de vie malheureusement courtes. Aujourd'hui, 70 ans après la création de la Fondation, c'est plus de 40 ans d'espérance de vie qui en moyenne ont été acquises et qui posent la question, et c'est ainsi qu'on est arrivé à ce projet, de comment on reste fidèle au testament des fondateurs, d'accompagner jusqu'au bout de la vie en tenant compte d'une durée de vie qui s'allonge et d'établissements dont les catégories administratives ne permettent pas d'adapter toujours de manière souple l'avancée en âge. Et par ailleurs, se pose la question pour toutes les personnes qui vivent à domicile et qui ne sont pas en établissement. Et donc, dans le cadre du projet de refondation de la Fondation Anne de Gaulle, est venue une réflexion territoriale, donc sous l'impulsion forte et l'implication de l'ARS Île-de-France et du Conseil départemental des Yvelines, qui ont proposé de créer de manière expérimentale sur 3 ans une équipe mobile territoriale
portée par la Fondation, mais c'est un portage, c'est vraiment une équipe territoriale, pour appuyer le parcours de vie des personnes handicapées qui avancent en âge, avec vraiment un aspect multidimensionnel. La santé est évidemment un volet important, mais pas que. Il y a le rythme de vie, les aspirations de vie, la vie sociale, et avec l'objectif d'accompagner de manière partenariale et pluridisciplinaire cette transition, cette période de transition quand les personnes commencent à voir se modifier leurs fonctions et donc elles commencent à voir des pertes qui sont plus ou moins conscientes et plus ou moins compensées. Et l'objectif de cette équipe mobile territoriale est de pouvoir, avant toute chose, et nous remercions les tutelles de nous avoir fait confiance sur cet aspect-là qui était important pour nous, qui était de pouvoir garantir que l'adaptation du projet de vie et le choix d'orientation avec l'avancée en âge se fassent de manière autodéterminée et les choix ne soient pas, dans la mesure du possible, contraints par l'offre et contraints par les solutions du gestionnaire. Et donc, nous avons proposé que l'équipe mobile d'appui au parcours des personnes handicapées vieillissantes ait pour dispositif central le nouveau rôle qui est la PPV. Donc, pardon de l'acronyme, mais donc l'assistant au projet et au parcours de vie, que nous choisissons de mettre en facteur commun à disposition du territoire. Donc, ça n'est pas l'APPV de la Fondation Anne de Gaulle, c'est un APPV que nous mettons à disposition de la Maison de l'Autonomie des Yvelines pour l'ensemble des personnes qui vivent avec un handicap, qui avancent en âge et qui vont avoir besoin d'avoir un soutien à partir de l'évaluation fonctionnelle pour interroger quel va être le projet de vie le plus adapté, être accompagné à faire des essais, des expérimentations, d'avoir le droit de se tromper. Et ça, c'était vraiment important en loyauté aux fondateurs de la Fondation Anne de Gaulle, que ce principe très fort, le principe très fort du général, liberté, autodétermination et résistance à toute forme de fatalité, que cette vision-là soit respectée jusqu'au bout de la vie, dans la limite de nos connaissances et avec toute l'humilité dans un sujet qui est encore peu abouti, mais en tout cas une vraie volonté d'expérimenter. Et donc cette équipe, nous commençons à la construire. Elle devrait, en tout cas l'équipe socle devrait se constituer là pour cette fin d'année, et avec vraiment derrière l'objectif d'accompagner de manière très soutenue les choix d'orientation sur un plan somatique avec une infirmière de coordination, psychologique avec une psychologue, l'adaptation fonctionnelle des environnements de vie avec un ergothérapeute, un assistant social pour soutenir l'ouverture des droits et l'adaptation des droits. Et in fine, ce qui nous stimule beaucoup dans ce projet territorial, c'est que, comme nous allons approcher le sujet par les parcours de vie personnalisés, et que l'ensemble des gestionnaires et les acteurs de droit commun vont être impliqués, nous avons le pressentiment que petit à petit, ce projet de mise en réseau des acteurs, il va susciter un laboratoire territorial des choix d'habitat et d'accompagnement des personnes qui avancent en âge, et que les associations, les acteurs de droit commun pourront, avec les choix des personnes, susciter des projets d'adaptation dans les foyers handicap, dans les EHPAD, dans les habitats inclusifs accompagnés, dans les accueils familiaux, et qu'on devrait avoir un laboratoire intéressant de ce que les personnes peuvent susciter elles-mêmes. Donc ça veut dire que votre équipe, c'est absolument passionnant ce que vous racontez, mais ça veut dire que votre équipe va également intervenir pour accompagner les professionnels des différentes structures pour pouvoir progresser, pour répondre aux besoins et aux souhaits des personnes. Absolument. Vous êtes vraiment dans l'accompagnement de la personne et de son écologie, de son écosystème. Exactement, c'est un accompagnement de la personne, de ses proches aidants, de ses aidants professionnels, parce que certains accompagnent depuis 30 ans les personnes, donc ils font partie de cette histoire, et ils ont besoin aussi, eux, d'être rassurés sur comment ils passent le flambeau.
Alors, dans ce rôle d'appui qu'a votre équipe, est-ce que vous pouvez nous parler des outils utiles pour accompagner le parcours des personnes dans leur santé, que ce soit des outils d'évaluation, de repérage, de sensibilisation? Et pour aller plus loin, parce qu'on a pas mal de questions sur le sujet, est-ce qu'on pourra, par exemple, évoquer la santé bucco-dentaire, les consultations gynécologiques, par exemple. Et puis, on a aussi une remarque sur les grilles d'évaluation très nombreuses dans les situations de trisomie 21, qui pourraient être aussi une base de travail pour la gériatrie. Tout à l'heure. Oui, effectivement, nous évoquions le sujet tout à l'heure. Il y a beaucoup de grilles qui existent et certaines sont vraiment pertinentes. Et le but, c'est ne pas de refaire tout un travail alors que des outils existent. Aujourd'hui, nous avons une démarche très pragmatique. On ne veut pas attendre l'outil parfait pour commencer, parce que sinon, on peut prendre les 2 premières années de l'expérimentation pour améliorer en continu l'outil et ne pas commencer à s'intéresser au parcours de vie des personnes, alors que nous savons que dans les foyers, c'est plus de 30 personnes qui sont en situation de vieillissement avancé et dont le projet n'est plus adapté. Beaucoup de personnes à domicile qui attendent de pouvoir être soutenues dans leur parcours. Donc on veut vraiment faire du test and learn, c'est-à-dire avoir un début d'outil, une V0, une V1 qu'on aura travaillé avec les partenaires du territoire et commencer à accompagner et enrichir, adapter l'outil en même temps qu'on marche, pour ne pas retarder l'expérimentation et permettre vraiment que les situations même de l'expérimentation fassent évoluer l'outil. Parce que, en fait, très concrètement, nous ne savons pas du tout quand là, début 2023, nous allons ouvrir la file active sur le territoire, quelles sont les situations qui vont nous être orientées, prioritaires ou pas prioritaires. Peut-être qu'au début, nous allons tâtonner et qu'il y aura peut-être des inadéquations et c'est pas grave, mais que ça va nous permettre petit à petit de repérer quel est le besoin prioritaire, de traiter sans doute des situations très urgentes qui durent depuis plusieurs années. Et en vue de cet état de fait auquel on s'attend, on a préfléché de pouvoir avoir vraiment une file très active d'accompagnement où on soutient l'évaluation, le projet d'orientation et ensuite un service de veille sur le territoire pour continuer à avoir une vigilance. Par exemple, une personne qui aurait été orientée en EHPAD, pouvoir continuer à soutenir les besoins de l'EHPAD et regarder dans la durée si le projet d'orientation, qui reste toujours un pari, apporte quelque chose de bien et qui a de l'importance aux yeux de la personne. Et comment, au niveau de votre équipe, vous articulez, parce que vous allez forcément repérer des besoins, tu évoquais les besoins bucco-dentaires, mais il y a peut-être des gens qui n'auront pas vu et qui n'auront pas fait leur bilan gynéco, etc., depuis longtemps, ou des hommes qui n'auront jamais fait leur bilan urologique et n'auront... comment vous allez vous organiser par rapport à cette offre sanitaire pour répondre aux besoins de santé des personnes handicapées vieillissantes? C'est-à-dire que vous les basculez sur quel type de structure? Il y a un réseau? Est-ce que c'est finalement le droit commun et que vous allez accompagner pour expliquer aux professionnels, il y a quand même un certain nombre de spécificités qu'il faut prendre en compte parce que c'est quelqu'un de trisomique, c'est quelqu'un qui a une sclérose en plaques, etc. C'est quoi la philosophie que vous allez intégrer pour répondre à ces besoins de santé de tout à chacun dans cet environnement que vous mettez en place? Alors ce qu'on avait vraiment posé comme principe au début du projet en lien avec les tutelles, c'était de dire cette équipe n'apporte pas du soin et elle n'a pas vocation à faire à la place des établissements, des structures, mais de pouvoir mettre en relation, parce que c'est un exercice qui n'est pas si aisé pour des équipes de foyers de vie de femmes. Les ressources ne sont pas importantes, d'aller chercher l'acteur sanitaire sur le plateau gériatrique hospitalier, à la consultation mémoire. Je pense que tout est à faire. Est-ce que la charte Jacob est appliquée déjà aujourd'hui? Est-ce que ces personnes en situation de handicap, vieillissant ou pas d'ailleurs, ont accès aux structures hospitalières comme ils devraient pouvoir y accéder? Je n'en suis pas certain. Enfin, je ne réponds pas aux questions, je pose des questions.
Je ne suis pas certain. Aux urgences, la crise Covid, on n'a pas de données d'ailleurs là-dessus. Alors, quand il s'agit ensuite de recourir à une consultation bucco-dentaire gynécologique, il y a des consultations handicap maintenant. Alors, il n'y en a peut-être pas assez, et il faut qu'elles s'ouvrent à cette population des plus âgés. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une sélection par l'âge. Ça n'a pas de sens. Peut-être par contre qu'il faut dédier des temps spécifiques. Ce que nous, on essaye de faire à Montpellier, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire on a des consultations et une hospitalisation de jour, mais on la dédie à cette population-là certains jours. Hein. Et puis on se déplace, on va aller vers, qui t'est cher aussi à toi Philippe, on va dans les structures. Moi j'ai une équipe mobile, alors c'est pas la même que vous, hein, qui va dans les établissements, les femmes, les masses, pour évaluer, faire ce qu'on disait tout à l'heure, évaluer les personnes en situation de handicap et vieillissantes dans les établissements. C'est récent encore, hein. Ça fait 1 an ou 2 qu'on fonctionne comme ça. Donc ça, c'est des dispositifs à développer. Du coup, je fais le lien avec un point qui avait été soulevé dans le rapport de M. Goé, qui était le manque de financement public en termes de prévention des pathologies liées à l'avancée en âge dans le handicap. Et ce sujet me revient en tête parce que vous dites qu'il faut ouvrir des consultations, il faut plus d'eux. Et comment on rend cela concret ? J'ai envie de renvoyer une question, M. Gouy. Non, mais vous posez une question. Vous êtes un peu bassement matérialiste. Vous parlez toujours de moyens financiers. Nous, on est dans le rêve et l'audace, si vous voulez. Non, mais c'est vrai qu'il faut des moyens. Il faut des plans régionaux de santé qui intègrent, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sujet majeur, comme d'ailleurs le sujet des personnes âgées plus largement. On n'a pas mesuré les enjeux peut-être suffisamment. Dans les PRS, il me semble quand même que c'est maintenant dans les PRS. Je pense qu'il ne faut pas dire que depuis quelques années, quand même, il y a eu beaucoup de consultations dédiées et de centres de consultation dédiés qui ont été mis en place dans beaucoup de structures. Je pense qu'une vraie difficulté, comme au même titre que, regardez, la Caisse d'assurance maladie depuis 3 ans a fait des bons considérables pour prendre en charge les consultations blanches, prendre en charge les consultations longues. Regardez pour les soins bucco-dentaires, il y a eu une avancée absolument considérable qui prend en charge la notion de consultation longue uniquement sur la déclaration du dentiste. Le dentiste, il dit, moi, je vois une personne, elle me prend beaucoup plus de temps et donc je peux facturer. Donc, quand on fait la liste concrètement, il y a quand même énormément de points. Alors, moi, ce qui me frappe sur ce sujet, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui existe. Aussi bien chez les personnes en situation de handicap, leur environnement, que chez les professionnels de santé. Donc il y a un travail au même titre que Coactis. Vous voyez, vous faites plein de choses. Je sors de consultation, j'étais aux Invalides. J'ai été scotché, j'ai été avec 5 médecins de rééducation et il n'y en a pas un qui connaissait tout ce qu'on produit. Donc je pense qu'on a un vrai sujet dans ce secteur, c'est que le sujet de la santé était un sujet qui était un sujet peu abordé il y a encore quelques années parce qu'on s'intéressait à l'école, à de multiples sujets. Je pense que collectivement, on se rend compte que la santé devient un enjeu absolument majeur, mais qu'on a un énorme sujet encore de faire connaître tout ce qui existe et à continuer à boucher des trous, parce qu'il y a des trous. J'ai fait plusieurs rapports sur l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, donc j'essaye de faire le lien et le suivi de tout ce qui se passe. Bon, on voit bien que c'est pas encore parfait, qu'il y aura et que comme l'outil handifaction, tout le monde ne l'utilise pas pour pouvoir faire des évaluations. Et puis en plus, et je renvoie la balle également sur ce sujet des personnes handicapées en avancée en âge, c'est que finalement, il y a un moment donné, on tombe, et je me redresse à vous trois, est-ce qu'on ne tombe pas dans une problématique également de frontières en disant, il y a un côté, c'est la spécialité de la gériatrie, et puis tant qu'ils ne sont pas, mais à quel moment, la personne trisomique ou de 50 ans qui est en avancée en âge parce que tout ce qu'on vient de dire et qui fait qu'elle se retrouve plutôt dans tes rubriques de gens fragiles, si elle va sonner un gériatre, on va lui dire, et en même temps, si elle va voir le médecin de rééducation ou la personne qui l'accompagne, dans des pathologies du vieillissement, elle va dire, mais je ne sais pas très bien. Donc, est-ce qu'on n'a pas en même temps un problème de fond qui nous questionne, nous, professionnels de santé, sur notre capacité d'avoir des logiques de collaboration, et ça répond en partie à ta question, c'est répondre aux besoins de santé, c'est en même temps peut-être faire péter un certain nombre de nos frontières qui, d'aujourd'hui, cloisonnent le système et ne rendent pas fluide la possibilité de proposer un parcours de santé pour ces populations, indépendamment des logiques de spécialité. En commençant par la formation. Parce que tous ces sujets qu'on évoque là, dans les programmes des acteurs, prenons les médecins, je peux en parler, on peut en parler,
il faut qu'il y ait plus de formation des médecins, en particulier les médecins généralistes, à ces enjeux-là. Ils ne sont pas forcément préparés. Et ça prend du temps. Donc c'est maintenant qu'il faut le prévoir pour demain. Et peut-être l'étendre aux autres professions de santé, d'ailleurs. Je pense que là, il y a un manque. Ça tombe bien, c'est tout le travail que peut faire Coactis, de développer des outils, des formations pour faciliter la compréhension, la prise en compte. Parce que, voilà, c'est quoi les outils simples qu'on peut donner pour éclairer? Patrick, tu voulais réagir? Je reviens sur un point que j'ai rapidement évoqué au cours de ma première intervention. Il y a un mal majeur. Ce sont les inégalités territoriales. C'est fondamental. Aujourd'hui, il y a des endroits, on en parle en plus abondamment en ce moment, où il n'y a plus de réponse du tout. Et en particulier dans des endroits où la population est relativement âgée. Elle peut être handicapée aussi. Non, ça, c'est un mal profond. Il y a je ne sais pas combien de France. Je le répète, il y a Paris, il y a les grandes villes, il y a les villes moyennes, il y a la campagne, il y a les territoires ultramarins. C'est la misère. Moi, quand j'étais l'adjoint du défenseur des droits, je me souviens de cette dame, au début de la crise Covid, cette dame qui était dans un village, dans le Massif central, elle voyait pendant un quart d'heure une personne par semaine. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il ne faut pas renvoyer la responsabilité sur les collectivités territoriales. En règle générale, elles font ce qu'elles peuvent parce qu'elles sont proches des gens du terrain. Il faut que l'État prenne conscience de ses responsabilités. Prêt à faire la révolution, là? Oui, totalement. Non, c'est pas une question de révolution. Non, mais révolution au sens, mais je vois bien, mais si ça te révolte autant, quand même, ça te révolte. Pour ça, je parle de l'aspect révolutionnaire. Si ça te révolte, et pourquoi, toi qui as été quand même beaucoup au cœur du système, qui a bien compris, pourquoi ce sujet, pourquoi il n'a pas avancé, voire à tes côtés, il régresse? Moi, ça fait 10 ans que j'en parle. Mais je suis pas, d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Ouais. Les inégalités territoriales, je ne suis pas le seul à en parler. Et de un. Et de deux, il faut revisiter le partage des compétences. Il faut revisiter le partage des compétences. Moi, je me souviens de l'époque, c'était sous la présidence de Jacques Chirac, où on a dit à qui donne-t-on la priorité? Est-ce que c'est à l'État pour qu'il y ait une politique globale? Est-ce que c'est aux collectivités territoriales? Parce qu'elles ont le privilège de la proximité et par conséquent de l'identification des besoins. Il y avait deux écoles. Bon. De fil en aiguille, certainement sous la pression politique, et en particulier sous la pression politique, et on peut les comprendre, des élus territoriaux, c'est le niveau local qui l'a emporté. S'il y a une urgence aujourd'hui, une urgence absolument prioritaire, c'est de revisiter la répartition des compétences dans le domaine sanitaire. Mais on peut espérer que, écoutez notre ministre actuel, que le CNR Santé a comme objectif de répondre. Donc il faut, en fait, en gros, derrière ça, tu dis, il faut qu'on se mobilise tous pour pouvoir porter la bonne parole dans le cadre du CNR, parce que c'est un vrai sujet collectif pour faire remonter ces informations. Et puis surtout, le CNR, c'est j'ai un trou de la refondation. Mais comme il y en a un sur la santé avec 70 ou 80 dialogues, je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on sache collectivement faire remonter. Le territoire. Il faut évaluer, il faut faire une photographie de la situation. Par territoire. Et par territoire. Il faut faire une photographie et livrer cette photographie aux travaux qui vont être menés. Parce que, de mon point de vue, c'est une des 3 ou 4 priorités, parce que c'est une des pathologies les plus lourdes de notre société. Oui, mais là, on veut dire que si on veut répondre à ce sujet, à cet enjeu de la santé des personnes en avancée en âge, c'est forcément d'avoir une logique de territoire, parce qu'on reste bien dans la logique de la proximité, surtout si on veut rester dans la logique de l'inclusion. Ça me pose une question. Oui, tu as une question ? Un peu dans cette continuité, on nous demande comment résoudre le problème économique de la diminution du nombre d'aidants bien formés dans les établissements. C'est quel que soit le territoire. Je ne répondrai pas à la question, mais je vais quand même tenter une aventure. Vous introduisez une notion qu'on n'a pas évoquée, c'est que qu'il s'agisse des personnes en avance en âge ou
situation de handicap avant son âge, elles en font partie. On va assister avec la transition démographique, donc une augmentation du nombre de personnes âgées, dont celles en situation de handicap, mais une diminution du nombre d'aidants non professionnels. C'est inscrit dans toutes les prévisions démographiques. Donc, le rôle que joue l'aidant aujourd'hui, qui pallie un certain nombre de... Il va falloir aussi intégrer ça dans le modèle. Ça peut être difficile dans 5-10 ans. On va voir les premiers signes dans 5-10 ans de ce phénomène-là. Je veux rajouter, puisque j'ai fait un rapport et je l'accompagne sur le sujet des aides techniques au sens large, mais ça en vient également les adaptations de logement. Je vous rappelle qu'en France, on a une politique qui est axée essentiellement à l'aide humaine, qui n'est pas forcément une aide d'autonomie, parce que l'aide humaine, c'est souvent faire à la place, et qu'on a une vraie réflexion à mener parallèlement, comment on redonne de l'autonomie à travers la variété exceptionnelle des outils. Voilà, en France, on est très en retard. Regardez, est-ce que vous connaissez une personne âgée? Vous voyez beaucoup de gens âgés dans la rue avec un fauteuil roulant électrique? Non. Eh ben non, vous allez en Allemagne, il y en a partout. Vous allez dans les pays nordiques, vous en avez partout. En France, on dépense en termes de financement. On a 96% de nos financements qui vont à l'aide humaine, l'aide technique étant complètement à la marge, ainsi que l'aide d'aménagement. Voilà, il y a des pays où on n'est pas du tout sur ces ratios-là. Donc je pense que par rapport à la question, derrière ça, c'est une question de fond qui est le sens politique. Est-ce que nous gérons de la dépendance ou on gère des personnes, de l'inclusion, de l'autonomie? Et je pense que dans ce domaine-là, la réponse est également de revisiter complètement la relation que l'on a et la façon avec laquelle on accompagne ces personnes, plutôt de faire... Je caricature un peu en disant ça, mais c'est une vraie réalité et on a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Je voudrais rajouter, on peut se livrer maintenant, oui, on a plus de programme là. Il y a un sujet qu'on a... Non, on est toujours sur la thématique, on essaie de trouver les solutions. On va rester dans le thème. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est la question des personnes en situation de handicap dans les établissements et qui ont atteint un certain âge. Je prends les masses, par exemple. Le turnover en masse est quasiment pas inexistant, puisque les personnes ont une espérance de vie, tant mieux, mais en attendant, elles se complexifient parce qu'elles acquièrent des morbidités. C'est le modèle que j'ai évoqué tout à l'heure, hein. La deuxième trajectoire, et elles ont complètement changé finalement de besoins. Elles se sont compliquées de morbidité chronique. Autrement dit, elles ne sont plus adaptées à l'établissement d'origine, qu'il s'agisse d'un foyer d'accueil ou d'une masse. Alors, il faut trouver des solutions là. Où orienter ces personnes? C'est une question de fond, ça. Donc ça, c'est une question. Est-ce que les... Non, je ne fais que poser question, moi. Je réponds à aucune question. Ça, c'est toi. Les EHPAD sont-ils la réponse? Je rappelle que les EHPAD, ce n'est pas au départ la vocation des EHPAD. Il se trouve que par défaut d'autres réponses, on a commencé à introduire la notion d'unité pour personnes en situation de handicap vieillissement dans les EHPAD, mais ce ne sont pas tout à fait ceux que je viens de décrire avant. Ils sont moins hospitalo-requérants, je veux dire, que les personnes en masse, hein. Donc ça ne répond pas à la question. Il y a des établissements, par contre, EHPAD, qui ont su concilier, parce qu'on peut discuter aussi, est-ce que c'est le rôle d'un EHPAD ou pas? Je pense que là, moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je pense que si on réunit les conditions pour assurer un bon accueil de ces personnes en situation de handicap dans des unités dédiées, hein, dans l'EHPAD, c'est concevable. C'est des modèles qui fonctionnent. Il y a des expériences. La fondation Partage et Vie que j'accompagne a un certain nombre d'établissements. Elle a même un établissement qui n'accueille que des personnes en situation de handicap vieillissant, en Isère. Donc c'est possible. Par contre, la question qu'on doit se poser, je m'arrête là, c'est il faut que nos professionnels soient aguerris à être capables. Ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques entre les personnes âgées qui ont 20 ans de plus en général dans l'EHPAD que ces personnes-là plus jeunes et qui n'ont pas les mêmes problématiques. Donc il faut aussi que nos professionnels, et ça c'est peut-être la limite du modèle, soient à même de pouvoir accompagner ces populations différentes. Je n'ai pas la réponse. Oui. Patrick? Oui, je veux revenir sur le propos que j'ai tenu à l'instant. Dans mon propos, il ne s'agit pas d'ignorer les efforts qui sont entrepris par les collectivités territoriales, hein, parce que parmi notre public actuel, là, je suis persuadé qu'il y a des participants qui peuvent témoigner d'un certain nombre d'efforts tentés et à peu près
réalisé. Et puis, ça, je tiens quand même à le dire, hein, on l'a vu pendant la pandémie, la mobilisation, en particulier au début de la pandémie, pour organiser, pour ça, les collectivités territoriales se sont remuées. Et il convient de le saluer. Mais il y a aussi un secteur qui est complètement sinistré, c'est l'aide à domicile. C'est l'aide à domicile. La pandémie, elle a révélé ça aussi. Il faut mettre à plat le dispositif pour que ce dispositif soit en capacité, quand il y a un défi à relever comme celui-là, il puisse réagir. C'est pas que les efforts ne sont pas tentés, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Est-ce que l'équipe mobile de la Fondation Anne de Gaulle a un rôle spécifique pour les personnes à domicile, justement ? Oui, c'est prévu pour la 3e année de l'expérimentation, de pouvoir s'intéresser aux personnes qui vivent à domicile, soit un domicile personnel, soit une colocation inclusive, soit le domicile d'un proche aidant. Donc avec un travail étroit avec la Maison de l'Autonomie, avec les centres communaux d'action sociale, pour repérer les personnes qui avancent en âge, dont le proche aidant est parfois lui-même très âgé, peut-être avec un besoin aussi d'orientation. Donc c'est vraiment un objectif sur la 3e année de les repérer et là aussi de faire ce travail d'accompagnement à la transition, à la fois de la personne, du proche aidant, des aidants professionnels quand ils existent à domicile, et de travailler différents projets de choix, d'habitat, d'accompagnement. L'EHPAD peut être un projet, une solution. Nous réfléchissons à la Fondation Anne de Gaulle sur un projet d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et vieillissantes, aussi pour leur permettre continuer à développer leurs compétences de vie, leurs capacités au cœur de la cité dans l'avancée en âge. Voilà, donc vraiment, c'est toujours le même objectif, c'est de ne pas s'enfermer dans des solutions telles qu'elles existent, mais de susciter la création de solutions en se mettant à l'écoute de ce qu'elles vont pouvoir nous dire avoir besoin dans cette avancée en âge. Et par rapport, parce qu'on voit bien qu'on a des variétés de territoires, des variétés de solutions, est-ce que sur le sujet des personnes handicapées vieillissantes, on a un impact sociologique fort et notamment culturel ? Est-ce que par rapport à vos expériences, vous avez vu dans des approches communautaires au sens fort du terme, noble du terme, est-ce que vous voyez une approche qui est en France différente suivant si on habite à la campagne, on habite la ville, suivant on est de telle origine ou pas? Est-ce que c'est un sujet où il y a, où il y a des subtilités importantes à prendre en compte qui doit être connu par l'ensemble des professionnels sur ces spécificités un peu sociologiques qui fait que voilà, elles sont clés dans la décision. On le voit dans tous nos dossiers. Enfin, c'est quoi cette dimension holistique clé en matière de santé des personnes avancées en âge? Et parce qu'on voit bien que voilà, la dimension socio-culturelle que tu évoquais rentre en jeu. Est-ce que vous avez remarqué des spécificités, des particularités, Patrick? Ah oui, oui, absolument. Dans ce que nous avons visité, il est clair que là où nous avons fait la connaissance d'initiatives fortes, c'est plutôt dans des villes de petite taille et dans des zones rurales. Dans mon propos introductif, j'ai cité par exemple cet endroit où, sur le même site, on a une structure pour des parents très âgés et une structure pour des enfants handicapés âgés. C'est à proximité c'est en zone rurale. Et les différents exemples cités dans le rapport, en règle générale, ils se situent dans des villes de petite taille ou même dans une ruralité profonde. C'est l'histoire. Enfin, j'aimerais avoir l'avis de M. Goé sur ce point. Je crois qu'on a structuré, il faut remonter très très long en amont, en 75. On a structuré, si vous voulez, on a différencié le champ du handicap du champ des personnes âgées. Bon, et depuis, on a maintenu ce discernement-là persiste. Alors, ce sont les personnes en situation de handicap avançant en âge, le sujet d'aujourd'hui, qui vont peut-être nous permettre de
de se poser les questions de la justification d'avoir différencié. Parce que pour moi, la personne âgée dépendante, elle est dépendante. Alors pour quelle raison est-elle dépendante? Elle est dépendante, c'est la trajectoire 2, si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle est dépendante parce qu'elle a acquis des pathologies chroniques incapacitantes qui sont aujourd'hui dominées par les maladies neuroévolutives. C'est la première cause de dépendance. Et les ressortissants de la PAS sont les mêmes, sont ceux-là. Et donc, on est dépendant parce qu'on a une maladie chronique, donc une lésion qui a entraîné l'incapacité. Alors, le handicap, c'est l'équivalent, si vous voulez, mais à un âge plus Mais la précoce. seule chose, c'est que la sémantique. Voilà. Je suis un chirurgien du monde à la fois des personnes âgées handicapées. Dans le monde du handicap, on parlera à chaque fois de quelqu'un qui a une perte d'autonomie, qui a des incapacités. Où tu rentres chez les vieux, on parle de dépendance. C'est encore une vision, pour moi, sociétale, qui fait que les vieux, c'est des gens dépendants, on fait à leur place, ils nous coûtent, ils sont plus utiles, etc. Je la caricature interne. Les personnes handicapées, elles se sont battues en disant j'existe, je me bats, je travaille. Et donc, je pense qu'on a une vraie rupture et en travaillant sur la personne handicapée vieillissant en âge, derrière ça, on a une avancée importante qui fait que j'espère un jour qu'on rejoindra. Et regardez, j'espère que, de plus en plus, les générations de personnes avancées en âge dont on fait partie, nous nous battons pour une vision d'autonomie et pas une vision de dépendance. Je vous reprends l'exemple des fauteuils roulants. L'exemple des fauteuils roulants. Quand vous êtes dans une logique d'autonomie, vous vous battez pour avoir un fauteuil et vous démerdez, même s'il vous reste qu'un cil pour faire avancer votre fauteuil. Quand vous êtes vieux, que vous avez encore des capacités, mais que vous avez du mal à marcher, on vous met dans votre fauteuil et on vous pousse. Je prends cette caricature, dépendance, on pousse le fauteuil, autonomie, vous vous démerdez encore à l'avancer. Et je pense que derrière ça, on a un problème culturel majeur et que le fait d'avoir des personnes handicapées vieillissantes est un élément où deux mondes sont en train de se percuter. Et c'est évident qu'il va en sortir quelque chose de bien. Mais on est encore dans cette phase où on se percute. C'est une approche un peu agiste qui n'est pas forcément intentionnelle en plus. Elle le serait encore. On a des chances de. Elle est peut-être non intentionnelle, ce qui est plus difficile à résoudre d'ailleurs. Mais pour prendre un autre exemple, vous faites un accident vasculaire cérébral à 50 ans, vous avez des séquelles motrices, vous êtes handicapé, vous avez 80 ans, ce qui est quand même l'âge en général qu'on a quand on fait un AVC, vous êtes dépendant. Vous voyez, c'est exactement ça. Il n'y a aucune raison de différence. La fondation Jacques Chirac, dont le siège est à Ussel, a un conseil scientifique qui est présidé d'ailleurs par Fraisse, que sans doute vous connaissez, je pense. On a fait un très gros travail sur l'autonomie. Au fond, c'est le maître mot. Finalement, l'équation de la vie, c'est au-dessus de la barre de l'équation, l'aspiration le plus longtemps possible à la vie autonome, et en dessous de la barre de l'équation, c'est la nécessité qui va croissante avec l'âge de l'accompagnement. En fait, ça c'est fondamental. Ça c'est exacerbé dans le secteur des personnes en situation de handicap. Il y en a qui en manquent, il y en a qui en perdent, il y en a qui en manquent et qui continuent d'en perdre. Et je pense qu'il faut une véritable politique de l'autonomie. Le mot est entré dans le vocabulaire gouvernemental. C'est trop tôt pour faire une évaluation du chemin que l'on est en train d'emprunter. Mais manifestement, les politiques ont compris qu'il y avait là une équation fondamentale. Mais je crois qu'il faut nourrir. Il y a un ministère qui est tout particulièrement compétent là-dessus. D'ailleurs, ministère qui avait été créé avant les échéances électorales. C'était Madame Bourguignon, je crois, qui était en charge de ce ministère. Ça, c'est fondamental. Pour ce conseil scientifique de la Fondation Jacques Chirac, c'est le nœud de la vie. Autonomie, sous-entendu, là on joue sur les mots, fonctionnelle. Parce que si on prend l'autonomie dans son sens, le droit à chacun pour décider de lui-même, je veux dire, c'est encore un autre sujet. Oui, oui. On peut être dépendant et autonome. Donc là, on parle bien de l'autonomie fonctionnelle. Mais on ne peut pas donner ce qualificatif à un ministère, donc on est resté à autonomie. On est bientôt arrivé à la fin de cette émission, qui était, je trouve, extrêmement intéressante, passionnante. Dans les quelques minutes, je vais faire un tour pour que chacun, dans votre conclusion, vous donniez les conseils à l'équipe de Coactis. Parce que Coactis fait beaucoup d'outils très pratico-pratiques pour accompagner à la fois les personnes en situation de handicap, les aidants, mais à la fois les professionnels pour les accompagner dans l'accompagnement
arrêtons nos mots de prise en charge, qui est horreur, on est bien dans l'accompagnement, et l'accompagnement également en santé, pour faire en sorte qu'on puisse travailler sur la prévention des personnes en situation de handicap d'avancée en âge, on en a parlé, pour pouvoir travailler sur des aspects plus curatifs dans certains nombres de cas. Et donc, si vous aviez des conseils à donner en se disant les éléments importants pour pouvoir accompagner au mieux cette évolution, parce qu'il y a une évolution démographique absolument inéluctable, ce serait quoi les conseils que vous pouvez donner? Et ça sera un peu votre mot de conclusion. Qui veut commencer? Claude. C'est plus facile le premier, parce que sinon, après, il y aura... Bon, d'abord, renouveler cette séance remarquable. Il faut refaire, parce que je pense qu'on n'a pas tout dit. On ne nous dit pas tout, d'ailleurs. On n'a pas tout dit. Donc, il faut refaire. Ensuite, il faut peut-être créer un groupe de travail élargi qui réfléchit en détail. Moi, comme une idée force comme ça, mais vous faites déjà beaucoup de choses, c'est... Il y a deux sujets. Vous avez compris que dans nos échanges, on bute sur les concepts. On n'est pas encore au fait des concepts. Là, il y a de la matière là, à affiner un peu. Bon. Et je pense que ce n'est peut-être pas la vocation de Coactis, mais pourquoi pas envisager un groupe de réflexion qui essaye d'affiner un peu ces réflexions qu'on a eues là. Et puis autrement, je pense qu'il y a tout le champ de l'information et travail sur les outils d'évaluation, on l'a dit tout à l'heure, répertoire des ressources, voilà, quelques mots-clés. Alors, un conseil pour les futures fiches que Santé BD pourrait concevoir. Un besoin premier et important, ce serait de permettre aux équipes et puis aux proches aidants de pouvoir commenter et regarder avec la personne des fiches très visuelles qui permettraient aux personnes de pouvoir observer et s'interroger à partir de dessins sur qu'est-ce qui, avec l'avancée en âge, chez le plus grand nombre de personnes, dont les personnes handicapées, se modifie. C'est quelque chose qui nous paraît évident, ça l'est beaucoup moins pour les personnes handicapées vieillissantes qui peuvent avoir pour certaines du mal à se projeter sur une évolution. Donc pouvoir les aider avec des fiches de visualisation de quelles sont avant-après, des choses un peu schématiques, qu'est-ce qui peut se modifier? Avoir plus de mal à marcher, plus de mal à voir, avoir peut-être besoin de plus de temps de repos, de sieste, etc., pour que ça soit aussi le support d'un début de dialogue entre tous pour repérer ce qui va changer et comment on peut l'appréhender. Et puis peut-être aussi dans la dernière recommandation, c'est d'avoir en mémoire que dans toute forme d'accompagnement, et a fortiori pour les personnes handicapées vieillissantes, il y a un phénomène très fort et très important dont il faut prendre compte, c'est l'impuissance acquise. C'est-à-dire, quand je demande aux personnes que nous accompagnons à la Fondation si elles sont bien au foyer, elles me disent toutes oui. Alors, on pourrait s'en arrêter là et se dire on a fait un excellent travail, sauf que ce n'est pas parce qu'elles nous disent qu'elles sont bien que nous avons fait le maximum pour donner les moyens de s'interroger sur les possibilités de choix qu'on leur a données et est-ce qu'on a fait le maximum pour leur bien-être. Et donc ça, c'est important de l'avoir dans l'esprit, a fortiori pour les personnes handicapées vieillissantes qui vivent depuis 30 ans, 40 ans. C'est leur domicile, elles y sont bien, elles connaissent souvent les équipes, elles sont plusieurs à avoir grandi ensemble. Donc il y a un sentiment de bien-être, mais qui ne veut pas dire que c'est le mieux. Moi, je pense qu'il faut renouveler l'expérience et je pense qu'il faut en faire un rendez-vous annuel. Un rendez-vous annuel régulier, mais il faut qu'il y ait les rendez-vous de l'autonomie. Et il faut qu'il y ait un préalable. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une petite équipe qui, chaque fois, fasse un état des lieux. Un petit état des lieux sur les avancées réalisées, les obstacles rencontrés et les mises en perspective. Moi, je pense que c'est une espèce d'observatoire de l'autonomie et de l'accompagnement. Les manques, les pertes,
les manques et les pertes. Parce que les manques s'accroissent. Très bien. Ben, vraiment, merci beaucoup à vous trois, parce que c'était, je pense, très riche. J'espère que tous nos téléspectateurs, auditeurs se sont également passionnés. On voit bien que on a encore besoin de travailler tous ensemble et qu'on y arrivera parce qu'on va travailler tous ensemble. Merci surtout à toute l'équipe de Coactis. Alors, le Coactis, c'est toute une équipe opérationnelle. C'est également des gens et des équipes qui soutiennent. On a un soutien, je ne sais pas si c'est affiché à l'écran, mais à la fois de la CNSA, de l'assurance maladie, de Santé publique France, bien sûr, de l'Institut national du cancer. Il y a de plus en plus d'ARS, puisqu'il y a 7 ARS qui sont embarqués dans le projet. L'idée, c'est qu'avec une expérience exceptionnelle, l'ARS Grand Est, qui s'est mobilisée de façon considérable, c'est pour donner des idées aux autres ARS qui nous écoutent. Puis il y en a qui ne sont pas encore autour de la table. Sur les 12, il en manque encore quelques-unes, mais elles vont nous rattraper. Bien sûr, le gouvernement, il y a les régions, parce que les régions de plus en plus, et en particulier la région Île-de-France, c'est pas qu'un sujet côté santé, c'est également un sujet populationnel, parce que les personnes en situation de handicap, c'est la population comme tout le monde, et il n'y a aucune raison que les régions ne s'y impliquent pas. Et puis en plus, il y a quelques fondations, il y a la Fondation Handicap, Malakoff Humaniste, et il y a la MNH qui est impliquée de façon active, avec lequel on a créé du marque la banque d'expérience. Eh ben merci. Eh ben nous, on va en faire encore des workshops, des réunions de travail, et on va bouger les lignes. Merci à tous. Il faut continuer à se mobiliser collectivement. Bonne soirée.